Bonjour à tous, je m'appelle Jade Allais, je suis actuellement docteur junior en hépatologie à Bicêtre et je remercie le congrès de me permettre de présenter ce travail que j'ai réalisé avec l'équipe de gastro-entérologie de Necker. Quelques petits rappels. Les entéropathies congénitales représentent un groupe hétérogène de maladies génétiques rares qui résultent d'anomalies structurelles ou fonctionnelles de l'épithélium intestinal. On n'évoquera pas ici les entéropathies monogéniques neuromusculaires ou inflammatoires. Elles se présentent cliniquement par une diarrhée chronique de début précoce avec une malabsorption sévère, et donc ces patients se trouvent en situation d'insuffisance intestinale chronique. La prise en charge de ces patients repose sur la nutrition parentérale, qui, bien qu'elle permette la survie de ces patients, représente un enjeu majeur dans leur prise en charge puisqu'elle peut être associée à de nombreuses complications, notamment infectieuses, mécaniques, hépatiques, et elle reste aussi un traitement symptomatique. La transplantation intestinale qui s'est développée dans les années 80 était autrefois une alternative fréquemment proposée, mais aujourd'hui ces indications sont bien plus restreintes. On constate donc que chez ces patients avec entéropathie congénitale, certains peuvent être sevrés de la nutrition parentérale au cours de leur suivi. On a donc décidé d'approfondir la corrélation génotype-phénotype concernant la dépendance à la nutrition parentérale chez ces patients afin d'optimiser la prise en charge dans le futur. On a donc réalisé une étude descriptive rétrospective monocentrique de patients suivis nés entre 2000 et 2022 et suivis à l'hôpital Necker pour une entéropathie congénitale monogénique qui ont nécessité au moins 6 mois de nutrition parentérale. On s'est intéressé à la dépendance à la nutrition parentérale à l'âge de 1, 2, 3 et 5 ans en se basant sur 2 paramètres, donc le rapport NP sur DER qui avait été proposé par Dr Lambe et ses collègues en 2016, qui est détaillé juste ici, et le volume hydrique apporté par la nutrition parentérale en millilitres kilo-jour. On a inclus un total de 56 patients dans notre cohorte qui présentaient 14 maladies différentes qui résultaient de mutations dans 19 gènes différents, donc avec des phénotypes assez variés. C'est pourquoi on a décidé de proposer une classification mécanistique en 6 groupes. On avait un premier groupe avec des patients dont l'entéropathie résultait d'un défaut de polarisation et de différenciation de la cellule apicale de la cellule entérocytaire, avec les mutations concernées juste au-dessus. On avait un deuxième groupe avec des patients dont l'entéropathie résultait d'un défaut d'adhésion cellulaire. Nous avions également un groupe dont les patients souffraient de pathologies entéro-endocrines. Notre quatrième groupe était représenté par les patients avec un syndrome tricho-hépato-entérique. On avait également un groupe représenté par les anomalies du métabolisme lipidique avec des patients qui présentaient une mutation dans DGAT1. Et enfin, des patients dont l'entéropathie résultait d'anomalies de cellules souches intestinales ou de réparation de l'ADN. Donc, concernant le sevrage de ces patients, au cours des 50 suivis, le sevrage a été possible chez 14 de nos 56 patients, ce qui représentait 25% de la cohorte, et il a été possible uniquement dans 4 des 6 groupes. Il a été possible chez les patients avec un défaut de polarisation, avec notamment les patients avec une atrophie microvillositaire par mutation MYO5B. Il y a 4 sur les 9 patients de notre cohorte qui ont pu être sevrés, mais uniquement après une transplantation intestinale. Quant aux patients avec une mutation TTC7A, eux ont pu être sevrés sans intervention diététique ni chirurgicale. On a un deuxième groupe, donc les patients avec une pathologie entéro-endocrine qui résultait de mutations dans NeuroG3 ou PCSK1 qui ont pu être sevrés également sans intervention particulière. On a des patients avec des anomalies du métabolisme des lipides, 4 de nos 5 patients avec mutation DGAT1 ont pu être sevrés de la nutrition parentérale après mise en place d'un régime sans triglycérides à chaîne longue et enrichi en triglycérides à chaîne moyenne. Et enfin, dans notre dernier groupe, 2 patients qui présentaient des anomalies de réparation de l'ADN par mutation de RECL4 et ERCC2 ont pu être sevrés sans intervention nutritionnelle particulière. Quand on regarde notre rapport NP sur DER à l'âge de 1, 2, 3 et 5 ans, on constate que c'est les patients avec un trouble de polarisation, et notamment atrophie microvillositaire par mutation MYO5B, UNC45A, STX3 et STXBP2 qui nécessitaient le plus d'apport calorique par la nutrition parentérale, et ce de façon assez constante sur les 5 ans. De même, quand on s'intéresse au volume de la nutrition parentérale, c'est ces mêmes patients qui nécessitent le plus d'apport hydrique par voie parentérale.
On a également constaté une corrélation entre le niveau de dépendance à la nutrition parentérale et le type de mutation, notamment chez les patients avec donc une dysplasie épithéliale par mutation du gène EpCAM. On avait 2 patients non apparentés qui présentaient la même mutation, ils étaient homozygotes pour une mutation qui avait déjà été décrite dans la littérature, qui est une mutation d'épissage. Et ces patients présentaient un phénotype moins sévère, avec un début de nutrition parentérale entre l'âge de 300 jours et 800 jours, et des apports moins importants de nutrition parentérale. Ils avaient par ailleurs une histologie duodénale qui était décrite comme normale. Donc au total, le sevrage de la nutrition parentérale est possible chez certains patients avec une entéropathie congénitale, mais avec une variabilité selon l'étiologie. L'apport de la génétique est crucial pour ces patients. Il est d'abord diagnostique, puisqu'il permet parfois de faire le diagnostic quand l'histologie ne le permet pas. C'était le cas dans 30% de notre cohorte, pour qui la génétique a permis le diagnostic. Il est également important donc, pour l'optimisation de la prise en charge de ces patients. On pourrait par exemple espérer éviter complètement la nutrition parentérale pour les patients avec une mutation de DGAT1 en faisant un diagnostic plus précoce génétique. Et il permettrait également de prendre en charge les attentes extra-gastro-entérologiques liées aux mutations spécifiques, par exemple, dans le cas des atropies microvillositaires. Voilà, et donc approfondir cette corrélation génotype-phénotype permettrait d'optimiser la prise en charge et également de mieux informer et accompagner les patients et leurs familles. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, on a le temps pour des questions. Noël. Merci beaucoup. Déjà, bravo d'avoir présenté quelque chose d'aussi complexe de manière aussi claire. J'ai une petite question dans les critères d'exclusion. Oui. Moins de 6 mois, vous aviez des patients qui ont été exclus parce qu'avec génétique, moins de 6 mois, c'était quoi du coup? Oui, il y a, donc, je crois que dans mes diapos, après, je n'arrive plus à les passer. Mais en effet, on a des patients avec des troubles du métabolisme lipidique qu'on a exclus complètement parce qu'ils n'avaient pas eu au moins 6 mois de nutrition parentérale. C'est pour ça qu'on n'a que des patients avec mutation. Ah oui, déjà été. Merci. Et ensuite, on a exclu des patients également, donc 3, parce qu'on n'avait pas le diagnostic moléculaire, mais ils étaient suivis en nutrition parentérale. Je sais pas si... Oui, il y a des patients qui présentaient d'autres gènes atteints qu'on a exclus de l'étude. Oui. C'est une information importante, c'est-à-dire qu'on peut les sevrer. Oui, tout à fait. Une fois qu'on a le diagnostic, et donc on peut mettre en place les mesures diététiques associées. Et d'ailleurs, pour nos patients avec mutation de DGAT1, il y a une errance diagnostique pour certains, et donc ils étaient étiquetés APLV pour beaucoup d'ailleurs au début. Et voilà. Merci. Merci.